Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Salut à tous, c'est Olivier Audoux. Dans ce numéro de mai, on va tout d'abord faire le tour de l'actu radio. Puis Rémi Bertolon reviendra sur le retour de Coé sur Europe 2. Il a écouté et il vous dit ce qu'il en pense. Pas de carnet d'écoute ce mois-ci, mais on s'est intéressé à la radio en temps de crise. L'Espagne et le Portugal ont fait face à une panne géante d'électricité et le média radio a fait la une de la presse en étant le seul média capable d'informer la population en temps réel. Rémi accueillera Jean-Marc Dubreuil du World DAB pour nous expliquer en quoi la radio est le média par excellence dans les situations d'urgence. Virage Radio est devenu Virgin Radio il y a tout juste 1 an et on a repéré une rubrique rigolote, le micro trop tard, qui va interviewer les noctambules un peu éméchés à la sortie des bars. Une idée venue de l'animateur Will Smooth qu'on accueillera pour nous parler de ces petites pastilles qui donnent de la fraîcheur aux médias radio. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on commence tout de suite avec le Zoom Actu. Gaël Sanquer aurait quitté la direction des radios de Énergie selon Clément Garin parce que sa compagne Stouff fait partie de l'équipe de Coé sur Europe 2. Nous avons contacté Gaël qui n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire dans l'immédiat. Si l'info était vérifiée, la succession serait alors ouverte, soit avec Morgane Serrano qui travaillait avec Gaël dans l'ombre depuis son retour de RMC, ou bien peut-être avec Xavier Lessus Pasqualini, qui a déjà la direction des 3 musicales hors Énergie. À suivre donc. Et toujours ces bisbilles entre Cyril Hanouna et Bruno Guillon. Guillon ayant fait le tour des plateaux télé, laissant entendre qu'il ne pourrait pas rester sur Fun avec Hanouna au Drive, et alors qu'il est l'un des candidats jugés crédibles pour remplacer Olivier Mine à Fort Boyard, donc une plus grosse exposition sur le service public. Enfin, la grosse info, ça a été aussi l'annonce de la fin de Move, transformé en programme 100% musical, et la fin de sa diffusion FM dès cet été, alors que des fréquences FM de France Musique seront, elles aussi, redistribuées à France Info et à ICI pour augmenter leur zone de diffusion. Move s'éteindra aussi en 2026 sur le DAB+ métropolitain pour laisser sa place pour une nouvelle radio pour enfants. Tous ces changements chez Radio France dans un contexte de restrictions budgétaires. Des ondes Vocast. Et la grosse nouvelle du mois dernier, cela a été aussi le retour de Coé sur Europe 2. J'accueille tout de suite Rémi Bertolon pour en parler. Rémi, tu produis et animes le programme en duo Rémi et Jam pour les mornings et les drives sur de nombreuses radios en France. Et tu t'es donc intéressé à ce retour et tout ce qu'il représente dans le contexte des raisons de sa diète radiophonique forcée. Oui, vous êtes au courant, Coé a rempilé sur Europe 2. Et quelques jours avant qu'il prenne l'antenne, j'observais les réseaux sociaux et notamment les commentaires sur Facebook et Instagram. Je voulais savoir comment réagissait le public. Eh bien, très peu faisaient référence à ces accusations et actions en justice. On aurait pu compter plus de réactions en mode bad buzz, vous voyez, même s'il est présumé innocent. Bien au contraire, des messages qui montrent de l'enthousiasme. Le retour de Coé était attendu largement, en tout cas sur les réseaux sociaux. On est le lundi 28 avril, il est 7h. L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. On est de retour, bonjour, merci d'être avec nous, 7h04. Mais le gars il dit on est de retour alors que ça fait quasiment 20 ans que je n'étais pas revenu dans cette belle maison. C'est vrai, ça a changé hein. Non, mais j'ai revu des gens que j'avais vus il y a 20 ans. Ils n'ont pas bougé, je les ai quittés il y a 20 ans, ils étaient à la machine à café, je les ai retrouvés à la machine à café. Ouais, ils ont pas changé, il y en a qui ont pris les coups de pelle quand même. Hein. Oui. Non, arrête, dis pas Non, ça. quand tu quittes un gars, il y a 20 ans que tu as vu à la machine à café, que tu le retrouves, il y est toujours, tu te dis, il aime beaucoup le café. Ouais, il a jamais bougé. Ou il n'avait pas été très actif dans la maison. Voilà pour la nouvelle matinale d'Europe 2 avec la première intervention de Coé. Donc sur les réseaux sociaux, ça va encore. En revanche, dans la presse, c'est tout autre.
Il y a Midi Libre qui titre Coé, le pari polémique d'Europe 2. Le Parisien aujourd'hui en France, Coé comme si de rien n'était. Ou encore Libération, mise en examen pour viol. Coé reprend les rênes de la matinale. Alors il y a des autopromos qui passent pour la mise en avant sur l'antenne d'Europe 2 qui passent plutôt bien. Écoutez. Il y a 20 ans, il vous réveillait déjà sur Europe 2. Bonjour, je m'appelle Coé. Il revient dès 7 heures. Et il a pris un coup de pelle quand même, hein. On m'entend là? Coé sur Europe 2. L'émission qui déchire est de retour. De 7h à 11h sur le nouvel Europe 2 Pop Radio. Et des jingles qui passent peut-être un peu moins pour certains dans la matinale. Si pendant un an il était pas là, c'est qu'il faisait un bras de fer contre Chuck Norris. Et il a gagné. Du coup, il est de retour, plus affûté que jamais. Coé sur Europe 2, 7h, 11h. Sinon, pour l'objet radio, rien à dire. C'est du grand art. Coé qui revient en force pour une matinale et une véritable proposition. Et que des messages sympas sur la prog, sur la musique, sur l'équipe. Stouff, les gens t'aiment. Ah bon? Vraiment, je te jure. Bah, moi aussi. Les je gens les aime. disent on est content de retrouver Stouff. Piètre. Pas de message. Je reviendrai sur toi après. Corentin, les gens disent mais quel talent ce garçon, quel talent. Mais vraiment, je suis très content que tu sois la Piètre. Je cherche encore un message positif. Mais je vais le trouver. L'autre con. Ça va venir. On a le temps. Le format me paraissait peut-être un peu plus long sur les interventions par rapport à d'autres mornings comme celui d'Énergie. J'ai vérifié. On est en gros entre 4 et 5 minutes sur Énergie avec Manu ou Coé sur Europe 2. Finalement, c'est assez similaire. L'horoscope d'hier disait votre cerveau est au bord de l'explosion. On est mardi, détendez-vous. Alors non, hier j'étais. Bah si. Non, ça a été hier. Ah bah t'as dit Nathan. T'as vu non, ça, gueule. Elle a dit que ma gueule avait explosé. Mais elle n'a pas dit que mon cerveau était au bord de l'explosion. Le talent de Coé, on le connaît. Il est monté sur scène, il sait tout faire. Salut les loulous et bienvenue dans 50 minutes Inside. Au sommaire, la découverte de l'hôtel des candidats de Koh-Lanta qui ne dorment pas du tout dans leur cabane. Self, olive, capote et noix de coco au cœur du luxe de Koh-Lanta. C'est bientôt dans 50 minutes Inside. N'importe quoi. Arrêtez de balancer des fake news, Nikos. Europe 2 qui mise toute la journée sur Coé. Déjà dans le drive, il y a des extraits. Et puis entre 19h et 21h, vous l'avez noté, un Coé sur Europe 2, l'after. Assez étonnant puisque entre chaque disque, vous avez un best-of, les meilleurs moments de Coé du matin. On n'y arrivera pas grâce à vous. Cette émission va faire la remontada. Cette émission, il faut que vous soyez de plus en plus nombreux à l'écouter, de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous sur Europe 2 et comme ça tout le monde sera heureux. Et les patrons des programmes pourra se racheter des chaussures. Voilà Olivier, on se fait chacun son avis. On écoute ou pas Coé sur Europe 2 entre 7h et 11h, ou entre 5h et 7h, ou encore entre 19h et 21h. Et oui, 8 heures de Coé par jour sur le nouvel Europe 2. Des ondes Vocast. L'Espagne et le Portugal ont fait face à des pannes géantes d'électricité qui ont fait tomber tous les médias et moyens de communication. Ou presque. Oui Olivier, on a tous suivi les coupures de courant en Espagne et au Portugal et on voulait savoir comment ça se passe pour la résilience du média radio, dont le DAB, en situation d'urgence. On va voir ça avec Jean-Marc Dubreuil au World DAB. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors j'imagine que ce cas concret qu'on a connu en Espagne et au Portugal, cette coupure d'électricité générale vous a intéressé. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à justement l'utilisation de la radio dans un contexte comme celui-ci ? Alors, j'ai pas eu de retour direct sur l'utilisation de la radio dans ce cas-là. Par contre, c'est assez intéressant, en fait, de voir ce qui s'est passé. Déjà, on sait tous qu'on est une société qui dépend énormément de l'énergie, qui dépend énormément de l'électricité, qui dépend énormément de nos téléphones portables. Et on s'est aperçu, en fait, avec cette coupure électrique qui est quand même assez exceptionnelle, que le réseau mobile s'est effondré. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on avait déjà vu nous au sein du World DAB, ou au sein plutôt des membres du World DAB qui sont aussi beaucoup de radio. C'est que dès qu'il y a un événement un peu tragique, dès qu'il y a un événement un peu complexe, les réseaux mobiles en fait ne tiennent pas la distance et s'effondrent assez rapidement. Soit ils sont saturés parce que tout le monde essaie de se connecter en même temps, soit dans le cas qu'on a vu en Espagne, il n'y avait plus de réseau mobile. Là, vous m'avez parlé de résilience du média radio. La radio, ainsi que la télé, ainsi que tous les
moyen de communication possible et imaginable fait partie en fait des systèmes d'alerte aux populations. Et la radio est extrêmement intéressante de ce point de vue-là, puisqu'elle couvre une grande partie des territoires et elle est prévue depuis des années comme étant un moyen de communication vers les populations. Oui, du coup, on a connu des cas de familles qui ont cherché à écouter la radio puisqu'ils se sont aperçus qu'ils pouvaient pas le faire sur leur téléphone, sont descendus dans leur voiture pour comprendre ce qui se passait. Et c'est dans la voiture avec l'autoradio qu'ils ont pu être informés. Oui, absolument, tout simplement parce que donc dans tous les pays, en fait, vous demandez à un certain nombre d'opérateurs, en France, Radio France par exemple, d'être toujours disponibles, même lorsqu'il y a des événements comme celui que l'Espagne vient de traverser. C'est-à-dire que vous avez des émetteurs qui fonctionnent sur batterie ou qui fonctionnent avec des groupes électrogènes et qui permettent de diffuser une information vers les populations. Donc ça fait partie en fait de la résilience que l'on connaît sur la radio. Et cette résilience, en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait, nous, au sein du WorldDAB, l'amener un cran plus loin dans le cadre d'événements majeurs, parce qu'il faut savoir que alerter les populations avec la radio n'est pas quelque chose de nouveau, soyons très très clairs. Des systèmes d'alerte aux populations avec la radio, ça existe avec la FM, ça existe avec la FM RDS, ça existe avec tous les systèmes de radio que l'on connaît depuis des années et des années. En fait, vous l'avez dit vous-même, la radio est un média de confiance. À partir du moment où vous cherchez une information et que les autres systèmes ne fonctionnent pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allumer votre radio. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Mais on s'est aperçu aussi que bien qu'il y ait un certain nombre de systèmes qui utilisent une fonction qu'on va appeler d'alerte ou d'alarme, elle était assez peu utilisée en fait par les radiodiffuseurs. Donc le WorldDAB, qui a la responsabilité du développement de la technologie DAB+ dans le monde, qui travaille avec les diffuseurs, qui travaille avec les radios, qui travaille avec les gouvernements, avec les régulateurs. Donc, on pouvait améliorer en fait ce système d'alerte de manière à ce qu'il soit encore plus résilient que ce qu'on connaît aujourd'hui et qu'il soit utilisé et utilisable. Voilà. Alors, je vais rajouter un tout petit élément qui est assez rigolo, en fait, si j'ose dire, dans des situations qui sont toujours un peu complexes. Vous avez peut-être vu cette vidéo de l'Union européenne ou d'un des commissaires européens, je me souviens plus de son nom, qui a recommandé à ce que chaque citoyen ait son petit kit de survie. Donc c'est quelque chose qui recommande au niveau européen. Et vous savez ce qu'il y a dans ce kit de survie? Une radio avec batterie. Ah ouais. Donc regardez, c'est assez rigolo en fait. Et pourquoi ils mettent une radio avec batterie? Ils disent pas mettez un chargeur pour votre téléphone portable. Non, parce que potentiellement vous avez plus d'électricité. Ou mettez un téléphone portable. Non, parce que potentiellement il y a plus de réseau mobile. Non, ils disent mettez une radio avec une batterie dans vos petits kits de survie. Et pourquoi? C'est pour pouvoir informer les citoyens si quelque chose arrive en utilisant le système ultra résilient qu'est la radio. Oui, alors justement, vous parliez d'aller plus loin dans ces cas d'urgence avec le DAB. Alors, on pourrait avoir des exemples concrets qui nous permettent d'avoir plus d'informations que, par exemple, en écoutant la FM. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, alors déjà, il y a plusieurs choses. Ce qu'on appelle l'Automatic Safety Alert, puisque c'est le nom qu'on a donné à l'intégration en fait de cette norme au sein de la norme DAB+. Donc Automatic Safety Alert, alerte de sécurité automatique ou de sûreté automatique. C'est bien, ça marche en français et en anglais avec les mêmes trois lettres ASA. En fait, a été proposé par certains de nos membres, notamment les Allemands, suite à des événements, eux, qui étaient dramatiques. Donc, on a eu une coupure d'électricité en Espagne. Ça peut être dramatique dans certaines situations, mais ça s'est, entre guillemets, relativement bien passé. Si j'ose dire. Bon, on n'a pas forcément en détail de savoir s'il y a des personnes qui ont été impactées dans leur chair. Mais il y a quelques années en Allemagne, en 2021, il y a eu des inondations dans la vallée de l'Ar, et on s'est retrouvé exactement dans la même situation que ce qui s'est passé en Espagne. C'est des inondations catastrophiques. Les réseaux téléphoniques s'effondrent, on ne peut pas prévenir les populations, et on se dit mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Et il y a eu plusieurs centaines de morts, 135 morts en Allemagne en 2021. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Valence, en Espagne, en 2024 également, il y a eu plus de 200 morts. Et qu'est-ce qui s'est passé à nouveau? On n'a pas pu prévenir les personnes.
de la situation dramatique qui était en train d'arriver. Et donc c'est en prenant en compte en fait ce type de situation qu'on s'est aperçu que oui, la radio est un moyen de prévenir la population. Mais si votre radio est éteinte, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous prenez, je vais prendre un exemple qu'on connaît bien en France, qui sont les événements Cévenol. Les Cévennes, c'est très grand, c'est plein de petites vallées. Et si vous dites, il y a un événement Cévenol, donc sur les Cévennes, vous n'allez pas savoir où c'est. Vous n'allez pas savoir à quel endroit en fait vous allez avoir cet événement en diffusant une information à la télévision ou à la radio. Pourquoi ? Parce que la radio, elle couvre large et donc vous allez prévenir, vous allez crier au loup en fait pour tout le monde et la personne qui est vraiment concernée, vous n'allez pas forcément la prévenir parce que vous n'avez pas visé exactement la zone qui vous intéresse. Donc deux problématiques, la radio peut éteinte. La deuxième, c'est que les alertes avec la radio ou avec la télé sont des alertes qui ratissent très large. Donc en fait, l'intérêt suscité par les auditeurs, il va dire ok, c'est encore une nouvelle alerte et ça me concerne pas ou ça va pas me concerner, donc je vais un peu l'ignorer. C'est un peu les alertes rouges, jaunes, orange que l'on peut voir sur la météo. C'est au niveau du département et puis après vous dites moi j'ai rien vu, donc leurs alertes elles servent à rien. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'aller un cran plus loin. Donc la première chose, c'est d'intégrer au sein du DAB+, un filtrage géographique des alertes. C'est-à-dire qu'on a découpé le monde en petits carrés de 1 km par 1 km. Bien que, vous le savez peut-être, si vous avez un émetteur DAB+, il peut couvrir à peu près sur une zone de 70 km. D'accord ? Dans cette zone de 70 km, si vous diffusez une alerte, vous allez toucher des personnes qui sont concernées, des personnes qui ne sont pas concernées. Ce filtrage géographique va vous permettre de découper le monde entier, en fait, et donc cette zone en petits carrés de 1 km par 1 km. Et vous allez dire à la radio, je veux que l'alerte soit diffusée uniquement sur les radios qui sont dans ce carré de 1 km par 1 km ou dans ces 10 carrés de 1 km par 1 km. Donc vous avez un filtrage géographique de ces alertes pour ne prévenir que les personnes qui sont concernées par cette alerte. Donc on devient beaucoup plus précis. D'accord ? Ensuite, deuxième élément, c'est que on a amélioré la spécification des aspects de tout ce qui concerne en fait le récepteur. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu en plaisantant de l'intégration d'une radio avec batterie dans le kit de survie européen. La spécification des récepteurs qui sont compatibles ASA, donc DAB+ et ASA, c'est qu'il doit avoir une batterie. D'accord. Donc ça paraît tout bête, mais tous les récepteurs DAB ou tous les récepteurs que vous achetez, souvent ils sont branchés sur le mur dans votre cuisine ou ils sont branchés à une prise, mais il n'y a pas forcément de batterie. Donc là, en fait, un récepteur ASA qui sera reconnu avec un logo spécifique devra avoir une batterie. Deuxième élément qui va être très important, c'est ce récepteur va être constamment en écoute, allumé ou pas allumé. Il va écouter s'il y a une alerte qui le concerne. En écoutant en fait cette alerte, il va soit changer de programme, une alerte arrive, vous êtes en train d'écouter, on va dire France Musique, France Info diffuse une information d'alerte sur une zone donnée, et donc le récepteur va basculer. Il faut que le récepteur ait cette technologie-là, c'est ça ? Alors, il faut qu'il ait cette technologie, mais je vais rajouter un petit élément. Votre récepteur est éteint. Vous êtes au milieu de la nuit, il est 2h du matin, une inondation arrive dans votre région. D'accord. Le récepteur va se réveiller tout seul. Donc il va se réveiller et lancer un signal d'alerte. C'est ça qui est intéressant, en fait. Voilà. Donc en fait, on dit au récepteur qui écoute de manière régulière, même si c'est sur batterie, il va écouter toutes les minutes. Est-ce qu'il y a une alerte qui m'intéresse et il va s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, etc. pour économiser la batterie, bien sûr, parce qu'il est sur batterie, je vous rappelle. Et il va se réveiller s'il a une alerte qui le concerne, parce qu'il est à l'endroit, à la localisation qui est concernée par cette alerte. Donc il va se réveiller et il va prévenir les personnes qui sont dans le bâtiment concerné ou dans la zone concernée. Je reviens sur mon exemple espagnol. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient au rez-de-chaussée dans des logements. S'ils avaient pu monter à l'étage, ils auraient pu être en sécurité.
Qui décide justement de lancer une alerte? Parce que du coup, ce ne sont pas les radios, puisque c'est transversal, c'est le Non. support. Hein. Qui décide, par exemple, concrètement en France, ça vient du préfet, ça vient d'où? Alors ça viendra du préfet, forcément. C'est le ministère de l'Intérieur qui a la main dessus. En fait, vous avez un groupe interministériel qui travaille sur tout ce qui est alerte aux populations. Donc ce groupe interministériel, qui va prévenir de la même manière que vous avez les sirènes qui se déclenchent. Vous vous rappelez les anciennes sirènes qui sont pas forcément partout maintenant, qui vont se déclencher en cas d'alerte. Vous avez les téléphones portables qui vont potentiellement s'allumer en diffusant une alerte avec un texte et un son, et vous allez avoir la radio qui va diffuser un message. Alors ce qui est intéressant quand vous avez la radio, c'est que vous avez un message, et surtout en DAB+, vous allez avoir un message d'alerte, donc avec peut-être une sirène qui va commencer votre message d'alerte. Vous allez avoir un message audio, et comme on est en DAB+, vous avez des éléments additionnels, des informations complémentaires. Vous pouvez diffuser du texte, voire des images en même temps que vous diffusez votre alerte. Et tout ça, c'est décidé par une chaîne de commandement, en fait, qui vient du ministère de l'Intérieur, qui va descendre certainement vers le préfet, etc. C'est pas la radio toute seule dans son coin qui va décider. Donc, j'ai mentionné Radio France, c'est pour ça que j'ai mentionné France Inter, France Culture ou France Info tout à l'heure, de manière très simple, parce que ils font partie, en fait, de ces sociétés qui, au même titre que les télévisions, doivent diffuser des alertes. Je veux dire un petit peu comme l'alerte enlèvement, même si c'est très différent et ça n'est pas le même système qui est utilisé. Mais l'idée, elle est de diffuser cette alerte et de dire aux opérateurs concernés, vous allez me diffuser cette alerte, voilà le message que vous allez diffuser. Vous parlez de batterie à utiliser avec les récepteurs DAB. On avait fait un sujet il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois, ici dans des ondes Vocast. On avait testé la durée des batteries en écoute d'un petit poste autonome, et on était vraiment déçus. C'était vraiment très très peu, parfois même moins de 24 heures. Et il y a eu un travail là-dessus. Oui, il y a énormément de travail qui a été fait autour de cette autonomie. Alors le premier élément, bien sûr, c'est lorsque vous testez des récepteurs qui ont 2 ou 3 ans, ou si vous l'avez fait il y a 1 an ou 2. Donc la technologie semi-conducteur qui est utilisée est un peu plus ancienne. Donc les nouvelles technologies consomment beaucoup moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avec cette norme ASA, Automatic Safety Alert, donc on a également intégré tout un système de certification du récepteur. Donc cette certification du récepteur, elle va s'assurer que vous avez une autonomie suffisante du récepteur en veille et lorsqu'il fonctionne sur batterie. Voilà, ça fait partie en fait des éléments importants en fait de l'ASA, parce qu'effectivement si vous avez une batterie à plat, alors vous avez une alerte qui arrive, ça va pas être très très utile. Donc effectivement, on a décidé de la société en fait qui est une société anglaise qui va gérer la certification de ces récepteurs. Donc vient juste d'être décidé il y a quelques semaines. Alors puisqu'on parlait de l'Espagne et du Portugal, on pourrait prendre l'exemple espagnol, puisque ça y est, le DAB a été lancé officiellement depuis une petite année. C'est ça. On a connu des radios d'ailleurs françaises qui commençaient à diffuser alors que le DAB n'était pas lancé. Là, en tout cas, il est lancé officiellement. Comment ça se passe les premiers mois et pourquoi, d'ailleurs, l'Espagne a suivi le pas pour se lancer dans le DAB? Alors en fait, il y a plusieurs éléments. En fait, ils ont en Espagne, donc effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges sur le DAB et sur le lancement ou pas des DAB de manière officielle. Donc parce qu'effectivement, vous avez mentionné qu'il y avait des radios qui diffusaient en DAB+ depuis l'Espagne, mais il n'y avait pas vraiment en fait de décisions qui étaient des décisions nationales. Depuis en fait 2024, donc la radio nationale d'Espagne a décidé de démarrer en DAB+. En fait, ils ont fait le même constat que tous les autres pays. Si on regardait la carte de l'Europe, c'était assez intéressant de voir que la péninsule ibérique n'était pas couverte en DAB+. Mais ils ont fait le même constat, c'est-à-dire que le réseau FM était saturé. Il fallait garder le contrôle de sa diffusion et donc de l'interface ou plutôt du contact direct avec les auditeurs. Et il fallait moderniser l'AFM. Donc ils ont décidé de démarrer en 2024 le DAB+ sur plusieurs villes, Barcelone, Valence, Séville, Bilbao, pour ne citer que ces quelques villes. Et ils ont aussi
eu un énorme avantage, c'est qu'ils se sont aperçus que depuis 2020, tous les véhicules étaient équipés en standard du DAB+. Donc c'était en plus beaucoup plus facile pour eux de démarrer en DAB+, parce qu'ils avaient potentiellement directement des centaines de milliers ou des millions d'auditeurs disponibles ou avec des récepteurs dans leur véhicule qui étaient en DAB+. Ça, c'est en fait une directive européenne. Ah oui, c'est très clairement à l'inverse de chez nous en France, donc ça a donné tout de suite une force de frappe au DAB. Exactement. Dès que vous diffusez quelque chose de nouveau en DAB+, parce que c'est aussi l'objectif du DAB+, comme je disais, la FM est saturée, donc ça permet d'avoir plus de contenu. Donc c'est que vous vous retrouvez en fait avec des auditeurs potentiels, parce qu'ils ont déjà un récepteur, et ils se comptent par millions, puisqu'il y a plusieurs centaines de milliers de, je sais pas combien de véhicules qui sont vendus par an en Espagne, on est aux alentours de 1 million par an. Donc vous imaginez qu'il doit y avoir 5 millions de véhicules au minimum depuis 2020 qui ont été vendus avec le DAB+ intégré par défaut. Donc ça permet effectivement de lancer de manière beaucoup plus confortable en fait le DAB+ sur un pays comme l'Espagne par rapport à la France qui a démarré en 2014. Et ça sera intéressant de voir dans les prochains mois effectivement si partie dernière l'Espagne impose plus rapidement le DAB. Qu'en est-il aussi du Portugal ? Le Portugal, a priori, va suivre dans la foulée. Donc, ils sont en train de regarder en fait comment et quand ils pourraient démarrer le DAB+. Donc, ils ont des tests qui devraient démarrer assez rapidement. Donc c'est assez facile en fait à faire des tests, donc c'est ce qu'on appelle l'APR, c'est l'association des diffuseurs portugais, et le secrétaire d'État pour les affaires parlementaires qui sont en train de regarder comment intégrer le DAB+ dans des mesures gouvernementales. Voilà, pour le démarrer au Portugal. À nouveau, ils vont, comme ils voient que leurs voisins espagnols ont démarré le DAB+, comme ils ont le même avantage d'avoir des véhicules qui sont déjà avec le DAB+, le lancement va être également assez simple. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est depuis le mois dernier, en fait, qu'ils ont annoncé, le mois de mars, qu'ils ont annoncé cet intérêt pour pouvoir démarrer assez rapidement. Et on suivra avec plaisir l'évolution de la radio du côté de l'Espagne et du Portugal, comme un peu partout, évidemment. Merci Jean-Marc Dubreuil du World DAB. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je vous en prie. Au revoir. Des ondes Vocast. Il y a un an, Virage Radio, la rock station, se renommait Virgin Radio. On en avait parlé ici. Une radio qui n'a pas perdu en audace, ni dans sa programmation rock, ni dans son ton. Oui, c'est vrai Olivier, ça avance. Virgin Radio sous l'ère Espace Group, ça fait déjà 1 an. On voulait revenir justement et il y a un rendez-vous que j'aime beaucoup entre 16h et 20h dans le Drive sur Virgin Radio avec Will Smooth. C'est le micro trop tard. Un micro-trottoir réalisé tardivement, très tardivement, au cours de soirées, pub, concerts. Ça donne des séquences toujours très très sympas, très fraîches, très drôles. Voici un extrait avant d'être avec Will. Virgin Radio, le micro-trottoir. Bon, c'est le temps de vous payer le micro trop tard sur Virgin Radio. Un micro trottoir tard le soir avec vous un peu cuit en soirée. Par cuit, j'entends alcoolisé. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer bien sûr avec modération. Ça, il faut toujours vous le dire. C'est la loi. That's the law. C'est comme ça. Micro trop tard coquin du vendredi, je vous ai demandé pour vous quel est l'endroit idéal pour faire l'amour. Voici vos réponses sur Virgin Radio. Un cinéma. Parce que t'es dans le noir, il y a plein de gens autour, mais ils te voient pas forcément. Donc c'est chouette, j'adore. Je vais dire des trucs que tout le monde dit dans un avion, peut-être. Je sais pas. Ça reste dans le contexte de la chambre, mais c'est contre le mur. Mais contre le mur, c'est bien. N'importe quel mur. Je sais pas, un lieu public. Genre un truc genre la plage ou un truc comme ça. Pour moi, le plus excitant, c'est quand même... En vrai, c'est l'extérieur, en vrai. Il y a un petit truc, tu te dis, tu vas peut-être te faire choper, mais tu sais pas comment. En vrai, c'est quand même pas mal. Partout, contre un mur, dans une cave, dans la forêt, sous un pont. Sur le canapé, comme les pubs, ça prévient pas, tu sais, bam. mais non. Virgin Radio, le micro-trottoir. Voilà pour le petit extrait, on est avec Will Smooth. Salut. Salut Rémi. Ça nous fait plaisir de t'avoir dans des ondes Vocast. Tu animes le 16-20 sur Virgin Radio, le Drive avec de l'humour, des rendez-vous, des cadeaux. T'es aux côtés de Florence Glénat, qui te rejoint aussi.
On voulait revenir sur ce micro trop tard. Qui a eu l'idée de ce rendez-vous qu'on adore ? Alors, cette idée, elle a germé dans ma tête il y a plus de 10 ans, à l'époque où j'étais Virgin Radio, à Virgin Radio, version Lagardère, où j'avais proposé des maquettes avec des copains de la radio pour faire des talks, des émissions de nuit. On avait fait une maquette d'un premier micro trop tard, et la direction de l'époque de Virgin, version Lagardère, à savoir Roberto et Fredo, ça leur a pas plu. Donc, ce projet, il est resté dans un coin de ma tête. Et puis, quand je suis arrivé à Virage Radio en 2019 pour reprendre le 16-20, pas du tout convaincu qu'on allait me dire oui. Je leur ai proposé et ils ont dit OK. Donc, du coup, depuis 2019, chaque jour, il y a le micro trop tard. Donc, c'est un micro-trottoir que j'enregistre tard le soir avec des gens bourrés. Pas trop, parce que sinon, on comprend plus rien. Et juste ce qu'il faut, tu vois, qu'il soit un peu bancal pour avoir assez de contenu, pour avoir des punchlines un peu rigolotes sur des questions qui vont de droite à gauche. Ça peut être sur l'actualité, ça peut être sur la vie en général, sur l'amour, sur le sexe. Enfin, vraiment, on se limite pas au niveau des questions qu'on pose à nos auditeurs ou à des gens qui ne nous connaissent pas d'ailleurs, parce que c'est pas forcément des auditeurs. Moi, je pars dans des bars, me poser avec des copains, je prends une pinte, je repère des tables où ils sont un peu allumés, tu vois. Je vais les voir tranquillement en me présentant. Généralement, les gens sont chauds. J'ai rarement pris de stop. Ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois. Et faut savoir que moi, généralement, je suis plus bourré qu'eux, mais l'avantage c'est que je ne m'enregistre pas dans les micros trop tard, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est cool. Et du coup voilà, c'est une petite chronique qui fait entre 40 secondes et 1 minute, qui passe 2 fois par jour dans l'émission, et qui est très amusante à réaliser, à monter et à diffuser. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours là-dessus depuis qu'on l'a mise en place en fait. En plus, alors je vais être honnête, j'étais persuadé, je l'ai vendu comme ça à l'équipe du podcast, j'étais persuadé que c'était un nouveau rendez-vous Virgin. Tu vois, j'étais passé à côté et franchement, c'est très sympa. Comment ça se passe? Alors, les coulisses, t'es vraiment tout seul à faire les soirées ou vous êtes plusieurs? Je pars souvent avec des collègues boire des coups, 1 ou 2 collègues. J'y suis déjà allé tout seul, mais c'est un peu triste de boire des coups tout seul et puis d'aller aborder des gens. Oui. Mais ouais, vraiment, je te dis, je me cale en terrasse, je regarde un peu les gens, j'observe pendant que je bois ma première bière. Et quand j'en vois qui parlent très très fort, ça c'est un signe de ça commence à être bourré, tu vois. Et du coup, j'y vais naturellement en leur disant écoutez les gars, j'ai une dizaine de questions, tu vois, comme ça j'enregistre toutes les 2 semaines, ça m'évite d'y aller tout le temps en fait. Ça évite d'exploser mon foie et mon budget alcool. Et du coup, les gens sont plutôt bon délire généralement. Alors après, voilà, il n'y a pas toujours des réponses que j'attends, mais ce qui est très drôle, c'est que parfois quand j'enregistre, même si c'est la première personne qui va répondre à la question, si elle est très drôle, tu vois, dans ma tête, il y a le mec qui monte, enfin c'est moi, le mec qui monte, et je me dis ok, ça c'est ma punchline de sortie, c'est parfait, tu vois. Donc et c'est cool, ouais. Et puis ça permet aux gens de découvrir la radio, de nous écouter, de nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que on va vraiment les rencontrer. Moi j'ai pas de stagiaire, j'ai pas de petites mains entre guillemets pour faire ça, et puis j'aime bien le faire moi aussi, parce que j'aime bien le monter à ma façon, c'est-à-dire que j'essaye de mettre toujours des fonds de musique ou des effets qui sont en rapport avec ce que les gens racontent en fait dedans. Faut savoir que un micro trop tard qui fait entre 40 secondes et 1 minute, moi ça me prend à peu près 1 heure à 1 heure et demie de montage. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, parce que c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais fait de micro-trottoir, faut savoir que ça paraît tout simple, mais ça prend un temps pas possible. Faut trouver le bon client, etc. Après remonter. Est-ce que le micro trop tard est plus rapide qu'un micro-trottoir à faire? Alors non, parce que comme je te dis, j'essaye de... Tu vois, moi, ma technique, elle est simple. Je déroche toutes les réponses. Ensuite, je les écoute une par une. J'essaye de trouver... j'essaye de faire en sorte que ça monte crescendo dans le bordel. Qu'on soit avec des gens qui répondent un petit peu sérieusement, même s'ils sont bourrés. Et que plus on avance dans le truc, plus les réponses soient un peu débiles. Donc une fois que j'ai sélectionné ça, je recolle toutes les parties vocales, tu vois. Je coupe les blancs, les machins qui servent à rien, etc. Et après, je vais aller apporter le plus dessus, savoir la musique, etc. Donc, un micro t'as pas besoin de te faire chier en fait comme ça, tu vois. Essayer, tu mets tout dans l'ordre, le désordre. La plupart du temps, c'est passé à blanc en plus, avec le bed en fond, machin et tout. Alors, moi, j'aime bien l'habiller, j'aime bien que le truc il soit beau, tu vois. J'aime bien quand y a des gens qui me parlent d'argent, mettre un effet sonore d'une caisse qui s'ouvre, tu vois. Enfin, le truc dans ma tête, je l'ai en fait. Et l'idée, c'est que une fois qu'il est monté, il ressemble exactement à ce que j'avais dans ma tête, quoi.
Une petite question, tiens, est-ce que tu peux faire des notes de frais quand tu bois des coups à Espace Groupe? J'ai essayé, je te jure. Tu peux faire des tournées comme ça? Je te jure, j'ai essayé de ouf. Je leur ai demandé, j'ai essayé de négocier, mais ils sont pas chauds. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand je vais interroger des gens, les gens me disent tu nous payes une bière du coup, machin. Et je leur dis non. Du coup, je suis désolé les frérots, mais je ne suis pas Crésus en fait. Donc, alors après, si je tombe sur des gens vraiment sympas qui me payent des coups, bien sûr, je peux payer ma tournée derrière. Mais non, malheureusement, le groupe Espace ne me fait pas de notes de frais pour mes boissons de micro-trottoir. Alors, ce que moi j'adore, c'est quand la personne qui répond philosophe un peu, prend de la hauteur et puis se perd dans ses idées. Ça, c'est toujours très drôle. Les gens sont, ils sont éclatés. Après, c'est ce que je dis à l'antenne. Je fais en sorte que les gens soient pas trop morts non plus, parce que vraiment, quand t'as un mec trop bourré, tu comprends rien de ce qu'il dit. Donc, en vrai, c'est rigolo sur le moment, mais quand tu dérushes le truc, t'es là, tu fais en fait. C'est inaudible, inutilisable, donc tu t'en sers pas quoi en fait. Donc et souvent quand je vais dire aux gens, j'interroge des gens bourrés, ils nous disent non mais on n'est pas bourré, on est qu'à la deuxième bière. Je lui dis mais bourré tranquille, tu vois, si t'es juste un peu débile, pas trop non plus, j'ai pas envie que tu vomisses dans mon micro quoi. Donc Will, c'est toi qui as fait la mutation entre Virage et Virgin. Il y a un tout petit peu plus d'un an, mine de rien. Quels sont les retours terrain du côté des auditeurs, le contact avec les gens? Alors, nous, déjà, quand on a fait la bascule, c'était un lundi 15 avril, si je dis pas de conneries, 2024. Le site virginradio.fr a explosé à 16h. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de connexions qu'on n'était pas prêts. Donc, du coup, je pense qu'il y avait un espèce d'engouement. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la radio et tous les copains que j'ai croisés lors de mon parcours m'ont tous envoyé des messages. Je savais que tout le monde écoutait, en fait. Du coup, j'avais une pression de ouf. Et moi, j'aime pas bosser avec la pression. En plus, on a changé de studio à ce moment-là, on a pris le grand studio d'Espace Group et moi je suis un petit vieux si tu veux entre guillemets, donc j'ai mes petites habitudes, donc j'étais paniqué. Autant te dire que le studio il était blindé, des gens de Virgin Radio International, des gens de la direction et tout. Moi franchement j'étais un peu en PLS, mais la première c'est plutôt pas trop mal passé. Ensuite les auditeurs, on a eu deux sons de cloche. Il y a eu ceux qui nous ont dit c'est abusé, vous devenez une radio commerciale. On l'était déjà les frérots, il y a plus de pubs. Moi je vois les temps de pub, tu vois, donc on est sur des écrans à 5 minutes. Non, on n'avait pas plus de pubs en devenant Virgin qu'en étant Virage, tu vois. Donc, mais il y a eu des gens qui étaient pas trop contents. Il y a eu des gens qui étaient surpris. Et en fait, petit à petit, comme nous, on leur a dit, écoutez, on change que 3 lettres et la couleur du logo, le reste bouge pas. On reste la rock station et tout. Je pense que ça s'est un peu ancré. Et moi, je sais que quand j'ai des auditeurs pour des jeux, etc., je leur demande, je leur ai beaucoup demandé au début, beaucoup moins maintenant, mais je leur demandais ce qu'ils en pensaient, tu vois. Et même à l'antenne, au bout d'un mois, je disais, bilan du premier mois de Virgin, t'en penses quoi et tout. Et les gars, ils disaient, c'est nickel, vous êtes comme avant, c'est parfait, c'est juste chiant parce que j'ai du mal à dire le nom, mais ça va venir. Donc je pense qu'il y a eu une petite crainte, vraiment, de la part des auditeurs qui se sont dit, Virgin Radio, et qui avaient l'image de l'ancienne Virgin Radio aussi, sans doute, tu vois. Mais moi, je leur ai dit, il n'y a pas de Christophe Beaugrand caché quelque part, rassurez-vous, on va pas payer des loyers, on va faire ce qu'on fait, nous, comme avant, comme sur Virage, quoi. Donc, Et mine de rien, les équipes de Virgin Radio International vous accompagnent pas mal dans ce projet. Exactement. On a Karl qui lui est responsable des radios Virgin Radio à l'international qui est en France. Il n'est pas géographiquement dans la même ville que nous, mais il vient assez régulièrement. Et on a les équipes anglaises aussi de Virgin Radio International qui passent une tête, peut-être tous les mois et demi, 2 mois. Donc après moi, si tu veux, moi je suis un pion, je suis animateur, je suis pas décisionnaire, donc moi je les croise, on se dit bonjour, c'est super, tu vois, mais c'est pas avec nous directement qui taffent, c'est plus avec les gens de la direction. Je pense à Maxence par exemple, qui est notre nouveau coordinateur d'antenne depuis quelques mois et qui d'ailleurs est un tueur, vraiment, il est pas à côté ou quoi que ce soit. Je dis rarement du bien de mes coordinateurs d'antenne parce que rarement ils sont pas toujours bons, mais lui vraiment pour le coup c'est un tueur. Donc on a de la chance, on a une vraie équipe, même au sein d'Espace Group, comme Maxence, comme Guillaume, qui lui est à la prog, qui est un tueur. Eux, c'est des mecs qui sont arrivés cette saison, donc ils n'étaient pas là au moment du changement de Virgin. Et du coup, on a été assez rassurés de voir qu'on était très très bien entourés et qu'on avait vraiment de la chance de les avoir au sein de la radio, quoi.
Alors si vous avez écouté juste seulement au lancement du nouveau Virgin, tendez l'oreille parce que la programmation est un petit peu plus rock et franchement c'est très sympa. Hein. Bah écoute, c'est ce que je te disais avant cette interview, que je vais dire du coup pendant cette interview. Mais effectivement, les équipes de Virgin Radio International ont été, elles ont rien forcé, mais elles ont suggéré à ce qu'on aère un peu la prog, qu'on mette des golds qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la radio, des titres rock qui ont cartonné, que ce soit des années 70 à aujourd'hui, début des années 2000, du type de Charlatans et tout, qu'on n'entendait plus à la radio en fait depuis un petit moment et qui sont vraiment une bouffée d'oxygène depuis janvier à peu près. Voilà, les catalogues, enfin, tu vois, il y a des catégories de titres, des golds, des machins, etc. Ils ont été rechargés à fond et du coup, ça donne vraiment l'ADN d'une radio rock qui s'assume et qui est vraiment très agréable. Même moi, le premier, tu vois, quand on a fait nos émissions et que ça avait bougé un petit peu au niveau de la prog, tu disais, waouh, pète sa mère, quoi, vraiment, tu vois. Même au niveau des Français, aujourd'hui, on passe du Dutronc à l'antenne, du Bachung, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 6 mois. Et ce qui pour moi est vraiment l'ADN en fait, tu vois, du rock en France, quoi, en fait. Pour moi, c'est des classiques en fait, donc comme Niagara, comme du Trust et tout qu'on passait pas, tu vois. Donc et là, je te parle que pour le français. Après, pour les internationaux, c'est pareil. Il y a plein de trucs qui sont rentrés qui sont vraiment pépites. Donc pour la prochaine rentrée de septembre, là, t'en sais un peu plus. Tu restes au drive de toute façon. Écoute, pour l'instant, oui. Maintenant, on ne sait pas de quoi la vie sera faite. Nous sommes dans une période où tout change très vite. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la meilleure journaliste avec qui j'ai travaillé dans toute ma carrière, qui est aussi la meilleure co-animatrice que j'ai eue. Ça fait 6 ans qu'on fait ce drive. Du coup, on se connaît par cœur et du coup, c'est très agréable. On a créé vraiment un univers dans cette émission. Virgin, c'est vraiment une radio que je kiffe. Ce format, je l'adore aussi. Normalement, oui. Maintenant, je peux pas te le garantir à 100%. Voilà, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, peut-être qu'il faut que je voie la direction de Virgin pour qu'on en parle. Voilà, je veux pas lancer de rumeurs ou quoi, mais pour l'instant, je peux pas te le garantir à 100%. Normalement, oui, mais c'est pas sûr. Voilà. Bon, bah écoute, Will, on suivra ça de très près pour la rentrée prochaine. Évidemment, d'ici là, l'été, la vague de sondage qui sera très intéressante puisque on aura la saison complète sous la bannière de l'Étoile Rouge de Virgin, donc on analysera tout ça. Et puis, on avait reçu justement pour le lancement de cette radio Julien Frégonara. Maintenant, c'est Jérôme Solémieux, directeur général d'Espace Group, hein. Nous, c'est pas l'interlocuteur avec qui on parle le plus parce que effectivement, lui, son rôle entre guillemets, c'est de représenter la marque auprès des partenaires, etc. Il chapeaute de loin les antennes. Maintenant, on a vraiment un coordinateur d'antenne qui lui est à 100% derrière nous et qui lui nous suit, nous écoute beaucoup, nous débriefe énormément. La chance qu'on a, c'est qu'il nous kiffe aussi. Donc du coup, ça se passe assez bien, tu vois. Et puis nous, on le kiffe aussi, donc je pourrais éventuellement te filer leur contact, hein, si tu veux, pour leur demander, que ce soit Maxence ou Jérôme, une interview. Bon, ça peut être cool, effectivement. Et peut-être qu'on va se croiser un soir, et que tu me tendras le micro et je te dirai des conneries. Écoute, faudra que tu aies au moins 2 bières dans la gueule, mais ouais, pas de problème, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Will, on t'écoute sur Virgin, à bientôt. Merci Rémi, à très bientôt. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode. C'était Olivier Audou au micro. Merci à Rémi Bertolon et à nos 2 invités, Jean-Marc Dubreuil du World DAB et Will Smooth de Virgin Radio. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. On se retrouve le 1er juin avec Rémi Bertolon et, on l'espère, Julien Vigier pour toujours plus d'actu radio et d'interviews. Salut! Des ondes Vocast.